Construire une politique RH, cela peut vous paraître ambitieux, mais rassurez-vous, que vous ayez un peu, beaucoup ou pas du tout de salariés, il n'est jamais trop tard pour se doter de pratiques qui permettront à toutes vos richesses humaines de mener la mission de votre organisation en partant sur de bonnes bases communes. Cet épisode est donc consacré à la politique RH, à l'attention des salariés, mais nous aborderons également les règles utiles pour prendre soin des bénévoles. Nous ne reviendrons en revanche pas sur les règles légales. Ce que nous voulons partager avec vous, c'est la mise en œuvre progressive de processus fondés sur une recherche d'exemplarité sociale. Alors, les pratiques RH que vous allez bâtir doivent être en cohérence avec votre projet associatif et tout comme votre organisation et vos activités, eh bien, elles évolueront. Alors, dès que vous allez créer et élargir votre équipe, la procédure de recrutement vous permettra de gagner en clarté sur la présentation de votre organisation et sur les postes à pourvoir. Cela vous permettra aussi de vous assurer par plusieurs regards de l'adéquation des personnes aux missions, mais également de veiller à l'absence de discrimination ou encore à promouvoir la diversité. Alors, une fois recrutés, les nouveaux collaborateurs auront besoin d'un processus d'intégration, ce qui facilite le bien-être et permet aux salariés d'être plus rapidement efficaces et de booster la dynamique d'équipe. Alors, une fois recrutés, intégrés, opérationnels, il est temps de penser à l'amélioration continue des compétences pour répondre aux besoins évolutifs des bénéficiaires comme aux exigences nouvelles vis-à-vis du secteur associatif. Alors, l'acquisition de nouvelles compétences est organisée à la fois dans un plan collectif de formation et de mise en situation. Et pour chaque salarié, le plan de développement individuel est fixé pendant l'évaluation annuelle. Également, la pratique du télétravail, les horaires aménagés et les contraintes de poste gagnent à être documentées pour garantir une bonne qualité de vie au travail, sans mauvaise surprise et ainsi de suite. En fonction de la taille de votre organisme, certains besoins apparaîtront. Prenez votre temps, mais soyez à la hauteur de l'exigence de la cause que vous servez. Ayez le souci de prendre soin de vos richesses humaines comme vous avez le soin de vos bénéficiaires. De bonnes pratiques RH sont non seulement bénéfiques à l'équipe, mais également perçues par toutes les parties prenantes de votre organisation. Pour montrer que tout cela est possible, je vous propose maintenant d'écouter nos témoins. Ils partagent avec vous comment ils ont mis à plat leurs procédures et construit un corpus de pratiques qui évolue avec le temps. Qui êtes-vous ? Quel est le domaine d'action de votre association ? Bonjour, je suis Olivier Lamarque, directeur général de Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre est une communauté de 15 000 chefs d'entreprise présente dans 10 pays qui aide les créateurs et repreneurs d'entreprises à réussir leurs projets en les faisant accompagner par des chefs d'entreprise expérimentés. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette bonne pratique ? Alors chez Réseau Entreprendre, on a une ligne directrice qui est de prendre soin de nos chefs d'entreprise, prendre soin de nos associations, prendre soin de nos territoires, prendre soin aussi et peut-être même avant tout de nos collaborateurs. Et donc, avec la démarche IDEAS, on en a profité pour mettre en place une réflexion en posant à plat les outils dont on disposait et puis les process qui étaient les nôtres. Et puis au final, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Et on a voulu se servir d'IDEAS comme un tremplin pour essayer de capitaliser sur cette démarche et d'aller plus loin de manière à développer nos pratiques RH. Alors c'est comme ça qu'on a développé plusieurs outils. On a développé un process d'intégration qui est aujourd'hui très construit. On a développé une politique de gestion de nos compétences à la Fédération Réseau Entreprend. On a développé une charte du télétravail. On a également développé une charte de la formation qui encadre notre stratégie de formation des collaborateurs. Voilà, donc des outils que du coup on ne cesse d'enrichir pour essayer d'être dans une démarche de progression continue. Comment vous y êtes-vous pris ? Ce qu'on a voulu faire, c'est associer nos parties prenantes dans cette réflexion sur les outils RH. Donc évidemment, au premier chef,
on a consulté et associé notre CSE. On a également aussi consulté des conseillers extérieurs de manière à prendre en compte des points de vue différents qui venaient enrichir notre démarche. On a consulté notre bureau avec lequel on a travaillé, puis évidemment on l'a soumis à notre conseil d'administration qui a fait part d'un certain nombre d'observations de manière à nous challenger aussi et puis à nous enrichir, d'autant plus que dans notre conseil d'administration, ce sont des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes habitués aux questions de management. Et maintenant, ces outils sont à la disposition de chacun des directeurs dans la fédération et ils utilisent ces outils dans leur gestion et dans leur management quotidien. Quel conseil donneriez-vous à une association qui voudrait la mettre en place ? Si je peux donner un conseil, simplement, c'est profiter de la démarche pour faire un diagnostic, mettre à plat les choses, prendre le temps de poser les choses, faire pivoter éventuellement les pratiques et puis se servir surtout de la démarche IDEAS comme un tremplin pour aller plus loin. Quelle anecdote souhaitez-vous nous partager ? On pense que c'est difficile et on hésite parfois à y aller, mais en fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est stimulant et que ça donne confiance. Alors, faut absolument y aller. Qui êtes-vous ? Bonjour, je suis salariée de la Fédération Réseau Entreprendre comme déléguée territoriale et j'ai notamment coordonné la démarche IDEAS. Que pensez-vous de la mise en place de cette bonne pratique ? C'est une bonne pratique qui est juste indispensable. La question RH et l'humain est vraiment au cœur du modèle associatif. Et d'ailleurs, le modèle associatif ne veut pas dire uniquement gestion de bénévoles comme on l'entend parfois, même si c'est d'ailleurs une bonne partie du métier de nos associations dans le réseau. On fonctionne comme une TPE avec des enjeux de management, de gestion de carrière, de gestion RH. Donc il faut vraiment le prendre en compte, le structurer pour permettre à chacun de s'épanouir dans ses missions. Qu'est-ce qui vous a plu dans la façon dont elle a été mise en place par votre association ? Alors ça a été un grand chantier. Il a fallu faire l'état de à peu près tous les sujets, règlement intérieur social, fiche de poste détaillée, process intégration, outils de gestion RH, etc. Rapidement, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place vraiment un manuel RH pour avancer sur le sujet de façon structurée, puis gravir les marches l'une après l'autre. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être dans la mise en œuvre et l'appropriation par les salariés de l'association de ces outils. On est encore en train de tester, modifier, améliorer. Je pourrais prendre l'exemple par exemple de l'intégration, du process d'intégration qui s'améliore chaque jour avec l'arrivée de nouveaux collaborateurs et qu'on questionne. Quel conseil donneriez-vous à une association qui voudrait la mettre en place ? Alors peut-être 3 conseils a posteriori avec notre expérience. Le premier, ça va être de prendre le temps puisqu'on va être sur certaines pratiques qui nécessitent presque de la conduite du changement. Donc éviter de vouloir aller trop vite et de sauter des étapes. Deuxième conseil, ça va être de co-construire. On aurait aimé le faire davantage de façon de penser de façon collaborative certains process, pas seulement de les écrire, mais de les co-construire ensemble et de les penser avec les bénéficiaires. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on redouble l'énergie pour les mettre en place, évidemment, si on n'a pas fait ce travail-là en amont. Et puis, troisième conseil, faire évoluer les outils en permanence et d'avoir peut-être des espaces de concertation sur certains sujets qui peuvent être d'actualité, comme le télétravail notamment. En France, lors du dernier comptage de 2018, 170 000 associations étaient employeuses, des associations qui fonctionnent grâce à 2,2 millions de salariés. C'est colossal et cela impose aux dirigeants de ces structures un certain nombre d'obligations légales et morales, on l'a vu. Vous l'aurez compris, en tout cas au travers de tous ces témoignages, il est primordial pour un dirigeant d'association de prendre soin de ses collaborateurs. Des collaborateurs qui ne sont pas là par hasard, Ils ont été séduits par la mission de votre association, ils y trouvent un sens et c'est pourquoi bien souvent, ils s'investissent de manière pleine et entière.
L'engagement du salarié est moteur, mais l'association, en tant qu'employeur, doit veiller à ce que le salarié ne donne pas trop ou du moins pas plus qu'il ne devrait. L'employeur doit veiller au respect des horaires de ses salariés ainsi qu'au fait de garder une vision d'ensemble des tâches de chacun afin de ne pas en rajouter indéfiniment. Un salarié qui a le sentiment que trop de choses reposent sur lui ou qui use de son temps personnel pour la structure peut s'épuiser, peut s'agacer ou encore être déçu. C'est un cercle dysfonctionnel dans lequel il ne faut surtout pas rentrer parce qu'il est source de frustration et de conflits. Une confusion peut également apparaître, notamment lorsque le salarié était déjà engagé en tant que bénévole avant d'être salarié. Eh bien, si ce salarié est amené à travailler les week-ends, est-ce en tant que salarié ou en tant que membre? Là est toute la subtilité. Pour vous donner un ordre d'idée, selon le premier baromètre de la qualité de vie au travail dans l'ESS, établi en 2014, eh bien 31% des salariés et 46% des dirigeants estimaient que leur travail empiétait sur leur vie privée.